Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi du top 10 CAC 40. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec les paramètres du screener. Bon, il est très simple ce screener, on prend le iShares MSCI France. Alors attention, celui-là il n'est pas centré sur le CAC 40, il est centré sur les plus larges caps françaises. Donc, on prend le top 10 de cet ETF, et on y va, ça nous donne nos titres. Alors, on va enlever le prix, comme d'habitude, qui ne nous intéresse pas. Les différentes métriques, différentes colonnes de ce tableau, on a le ticker de l'action, le nom de l'action, l'industrie dans laquelle l'entreprise opère, la capitalisation boursière en dollars US, on n'a pas l'info en euros, mais bon, c'est pas très grave, la croissance en rythme annualisé sous 5 ans, deux multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, et price earning, le rendement des capitaux investis, pour avoir une rentabilité opérationnelle, la solidité du bilan avec la dette nette sur EBITDA au dernier trimestre disponible, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire pour voir si on a également des rachats d'actions, le payout ratio exprimé en termes de bénéfices nets et free cash flow versus bénéfices nets pour vérifier que on a bien une équivalence entre les deux, ce qui nous confirme la véracité de ce payout ratio puisqu'on paye le dividende et les rachats d'actions d'ailleurs avec les free cash flow. On commence tout de suite avec le numéro 1 qui est toujours LVMH. On est donc toujours, alors ici c'est Textile Luxury Goods, donc oui c'est LVMH, il est classiquement appelé l'ETF du luxe français puisqu'il y a plein de segments, il y a plusieurs segments différents. Donc on est dans le luxe, on est sur 323 milliards de dollars US de market cap, une croissance en rythme annualisé sur 5 ans de 10% quasiment, on a fait demi, ce qui est pas mal, hein. Une valeur d'entreprise de 13,3 et un price earning de 24,8, ça s'entend par rapport à l'EBITDA ou aux bénéfices des 12 derniers mois. On est sur des multiples qui sont pas chers hein, pour LVMH comparé à son historique, donc ça c'est pas mal. Le rendement des capitaux investis est plutôt bon, 12,6%, donc excellent, enfin plutôt bon on va dire. Le bilan est solide, 1,1 fois l'EBITDA en dette nette au dernier quarter, donc ça c'est pas mal. Il n'y a pas de rachat d'actions chez LVMH, on a des dividendes qui est équivalent au rachat d'actions, un payout ratio à 52%, avec un free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc ce payout ratio en fait il est légèrement plus bas que ce qui est indiqué ici, et donc on a les moyens, si les free cash flow continuent à augmenter, d'augmenter tranquillement le dividende chez LVMH. C'est pas souvent que vous avez un rendement du dividende à 2,2% sur LVMH, donc c'est-à-dire que on est potentiellement sur un niveau attractif hein, sur cette entreprise. Donc à mettre en watchlist si vous êtes intéressé à y regarder de votre côté. Ensuite on continue avec Hermès, donc le numéro du luxe français. On n'est pas si loin en termes de market cap, hein, on a 284 milliards de dollars US, donc on a une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans sur 17,1%, très élevé. Évidemment, les multiples évidemment reflètent ce niveau de croissance avec 37,6 en valeur d'entreprise sur EBITDA et 60 quasiment en price earning, c'est hyper élevé. On est sur un rendement des capitaux investis qui est à 21,3, donc évidemment l'entreprise est très qualitative. Il y a 1% de dividende, alors ça doit être le dividende ordinaire, de temps en temps l'entreprise aussi verse un dividende spécial, donc à suivre pour cette année. Un rendement d'actionnaire qui a 0,6%, ce qui veut dire qu'on dilue les actionnaires et qu'il doit y avoir des actions gratuites. Donc je pense qu'il y a des actions gratuites, c'est surtout pour les rémunérations des salariés. Donc à suivre, analyser de plus près pour ce rendement de l'actionnaire qui est pas si élevé que ça quand même. Il y a un payout ratio de 35% quasiment. Ça doit être à peu près ça, hein. Les bénéfices nets sont à peu près équivalents au free cash flow, enfin on a 10% de moins de free cash flow. Bon, le payout ratio il est peut-être à 40%, donc on a les moyens encore d'augmenter le dividende chez Hermès, mais ils sont pas pressés à mon avis de l'augmenter. Le rendement est bas parce que en fait le prix d'action est très cher. Donc Hermès pour moi toujours à l'écart, hein, c'est toujours beaucoup trop cher, même si la croissance est là et si elle est forte, hein, mais c'est imprévisible la croissance, donc mieux vaut être prudent. Donc L'Oréal, le numéro 1 mondial des cosmétiques, on est sur 201 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 7,8%, donc c'est relativement élevé on va dire, 19,6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 30 en price earning, un rendement des capitaux investis à 15,4, donc on est sur une bonne qualité, il n'y a quasiment pas de dette à 0,5 fois la dette nette sur EBITDA, un rendement du dividende à 2,01, un rendement de l'actionnaire à 2,08, donc il y a
il y a des légers rachats d'actions, il faut croire, sur ces entreprises. Le payout ratio, il est à 56,4%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on doit être proche des 50%. Donc on est sur un niveau qui est sécurisé pour le dividende. Le rendement du dividende est pas si mal, à 2%. Mais je pense qu'on se paye encore un peu cher sur L'Oréal, donc à ce niveau-là, moi je pense qu'il vaut mieux être prudent. Je dis ça parce que, alors, moi je suis pas un investisseur croissance, donc du coup je n'investirai jamais dans ce type de dossier, mais si je me mettais dans la perspective d'un investisseur de croissance, j'aimerais quand même une décote supplémentaire sur L'Oréal, vu que la croissance commence un peu à faiblir par rapport à l'historique. Un price earning de 25 à mon avis, ce qui reste un price earning de croissance, donc vous avez ça sur LVMH, ça serait plus intéressant pour L'Oréal. Là je pense que c'est un peu cher payé. Airbus, on est sur 147 milliards de dollars US de market cap pour ce leader mondial de l'aérospatiale et la défense. Donc évidemment, on a suivi les nouvelles sur les dépenses de défense en Europe. Donc Airbus va en profiter. On n'a quasiment pas de croissance à rythme annualisé sur 5 ans, mais ça va changer avec tous les plans de réarmement évidemment. Entreprise sur EBITDA, on a 18,4, un price earning de 34 quasiment, donc on est sur des multiples un peu chers quand même, surtout sur cette boîte qui est pas forcément une boîte d'excellente qualité. On a vraiment des capitaux investis qui à 10, c'est convenable, c'est plutôt bon, mais c'est pas hyper qualitatif comme un Hermès ou comme un L'Oréal, on va dire. L'avantage de Airbus, c'est par contre qu'elle est cash net, donc le bilan est hyper sécurisé, un rendement du dividende à 1,74%, un rendement actionnaire qui est à peu près à ce niveau-là, donc il doit y avoir des plans d'action salariés ou de la rémunération du management en action, mais bon, c'est pas lourd comme dilution. Un payout ratio à 52,3 avec des free cash flow plus bas que le bénéfice net, donc attention, ce niveau on sait sur un payout ratio qui est plus élevé que ça, peut-être 60-65%, ce qui veut dire que le dividende ne va pas forcément augmenter beaucoup plus. Airbus, c'est cher à ce niveau-là. Pour la qualité que c'est, moi je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écart pour le moment. TotalEnergies, le leader français du pétrole et du gaz. On est sur 144 milliards de dollars US de market cap. Une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans de 2,11%. Maintenant, pour TotalEnergies, cette croissance, elle veut pas dire grand-chose parce qu'on va dépendre du prix des matières premières. Et donc, ça rentre dans le calcul du chiffre d'affaires. Donc, il vaut mieux regarder la production en volume pour ce type d'entreprise. On n'a pas l'info, évidemment, sur cet outil. Alors là, on est sur des multiples value, donc c'est pour ça que j'aime bien Total, c'est qu'on est sur une valeur d'entreprise sur 4,4 fois l'EBITDA, donc c'est vraiment pas cher payé, un price earning en dessous de 10, donc ça reste très raisonnable. Un rendement des capitaux investis à 8,5, ce qui est quand même convenable, on va dire, comme rentabilité, donc on n'est pas sur une qualité complètement à la ramasse pour TotalEnergies. Dette nette sur EBITDA, on est à 0,6, donc on a un bilan qui est plutôt solide, un rendement du dividende à 5,7% et un rendement d'actionnaire à 11,08%. C'est extraordinaire. Parce que, en fait, il y a un dividende trimestriel, qui est bien couvert par les free cash flow, d'ailleurs, et des rachats d'actions massifs sur TotalEnergies. Donc, vous avez un retour assez immédiat de cash sur TotalEnergies, direct, donc c'est une machine à générer de l'argent, qui est rendu sous forme de rachat d'actions et de dividendes à l'actionnaire. Donc excellent, pour moi TotalEnergies, ça doit faire partie d'un portefeuille value ou d'un portefeuille rentier. Si vous cherchez des idées si vous n'avez pas d'idée d'action value ou à dividende, Total c'est incontournable. Ensuite, Schneider Electric, donc le géant français de l'outillage électrique, il profite à plein du boom des data centers et de l'IA. 142 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 7%, donc il y a une croissance qui est quand même assez élevée, je pense qu'elle va augmenter avec l'actualité récente, le contexte actuel. Les multiples reflètent évidemment ces attentes, on a 19 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 32,4 fois le price earning, donc ça c'est cher. La qualité est convenable, à 10,4% en rendement des capitaux investis, une dette nette sur EBITDA de 1,2, donc le bilan n'est pas trop lourd non plus, c'est pas mal. Un dividende qui a un rendement de 1,7%, c'est pas très élevé, c'est normal, on est sur une valeur de croissance chèrement valorisée, un rendement d'actionnaire qui est légèrement inférieur, donc ça veut dire qu'il y a un peu de dilution sur Schneider Electric. Le payout ratio, il est plus bas que ce qui est indiqué ici, on est plus proche de 40% à mon avis, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc Schneider Electric, si vous faites de la croissance, pourquoi pas, mais ça me paraît quand même un peu cher payé, c'est comme L'Oréal. C'est pas qu'il faut à tout prix éviter ces dossiers, mais si vous rentrez sur des dossiers avec des multiples aussi élevés, il
il va falloir garder l'action assez longtemps, puisque sur le long terme, ce qui compte, c'est la croissance des bénéfices et pas le multiple. Si vous êtes sur du plus court terme, on va dire 3 ans peut-être, là, le multiple, il va être important. Donc, si vous planifiez une détention court-moyen terme, Schneider Electric, c'est pas intéressant à ce niveau-là. Sanofi, le laboratoire pharmaceutique, on est à 137 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 3,3%, donc il n'y a pas beaucoup de croissance, c'est un peu mou, en plus c'est beaucoup de croissance par acquisition chez Sanofi, il n'y a pas de croissance organique. Les multiples sont relativement élevés pour la qualité que c'est, on est à 12 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, on a un PER de quasiment 25. Honnêtement, vous avez des multiples équivalents chez LVMH alors que la qualité est incomparable. Vraiment des capitaux investis à 8,8%, donc c'est convenable on va dire comme rentabilité, mais c'est pas exceptionnel. Une dette nette sur EBITDA de 1,1, donc le bilan reste solide. Un dividende qui a 3,8%, un rendement actionnaire qui est légèrement plus bas que ça, donc il y a un peu de dilution sur Sanofi. Et là, il y a un payout ratio qui est à 84,6%. Oh là là, panique, mais attention, les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets. On doit être plus proche de 60, entre 50 et 60% pour le payout ratio, donc ce niveau de dividende est soutenable. À moyen terme en tout cas. Donc Sanofi, moi plutôt à l'écart, c'est pas qualitatif, en plus on est sur un secteur qui est un peu dangereux, la pharmacie, on a souvent des procès, des litiges, etc. à cause des effets secondaires, donc moi, je préfère éviter ce dossier-là. Essilor, on est sur le géant de l'optique et des montures maintenant, suite à la fusion avec Luxottica, on est sur 137 milliards de dollars US de market cap, 8,8% en termes de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc faut voir si ça inclut de la croissance externe, mais je pense que oui. C'est un niveau qui est relativement correct. Mais alors là, les multiples, ils sont fous. On est à 22 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc ça, c'est élevé. 56 fois en termes de PER. Bon, c'est parce que aussi les bénéfices nets sont plus bas que les free cash flow. Donc peut-être que temporairement, on a de l'exceptionnel qui font que les bénéfices nets sont plus bas. Mais ce niveau-là, même en valeur d'entreprise sur EBITDA, qui est un multiple qui est un peu plus en haut dans le bilan, c'est pas terrible. C'est vraiment cher payé pour la qualité que c'est. Regardez le rendement des capitaux investis, il est à 5%. Donc ça c'est pas terrible, il y a un peu de dette en plus sur la boîte, avec un rendement du dividende à 1,4%, ce qui est pas très élevé, un rendement actionnaire à 1,06, donc il y a la dilution en plus, un payout ratio qui est plus bas que ça, parce que les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets, mais le rendement du dividende est faible pour que ça soit intéressant, la valorisation est beaucoup trop élevée pour Essilor, vu la qualité que c'est. Je comprends pas pourquoi le marché va aussi loin. Alors il y a peut-être les attentes de croissance avec le partenariat avec Meta, mais là je pense que ça va trop loin. À mon avis, il vaut mieux raisonnablement rester à l'écart d'Essilor. Safran, on est sur le motoriste pour l'aérospatial. On est sur une market cap de 114 milliards de dollars US de market cap de dollars, pardon. Donc du coup, on est à 1,9% en termes de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Très faible. Je pense pas qu'il y ait de la croissance externe chez Safran, mais cette croissance organique n'est pas très encourageante. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 19,6, donc ça c'est cher payé. On n'a pas de price earning parce que les bénéfices nets sont négatifs, mais il y a des free cash flow, donc il faudrait regarder le multiple en termes de price free cash flow. Vraiment des capitaux investis quand même impressionnants, on a 26,4%, donc ça c'est digne d'une boîte américaine, c'est très bien, on n'a pas de dette au bilan, on est cash net, excellent. Le rendement du dividende est à 1,14%, ce qui est pas très élevé, mais le rendement d'actionnaire est à 2,02%, donc Safran fait des rachats d'actions. Ce qui est pas mal, ça serait encore mieux si c'était des rachats d'actions à un multiple intéressant. À ce niveau-là, c'est pas intéressant de faire des rachats d'actions. Il vaut mieux peut-être donner plus de dividendes. Payout ratio négatif, vu qu'on n'a pas de bénéfice net, donc il faudrait voir par rapport au free cash flow quel est le payout ratio pour voir si le dividende est soutenable. On termine avec Air Liquide, le géant des gaz industriels. On est sur 111 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 4,3%. Qui est plutôt faible, et les multiples qui sont un peu élevés comparés à cette croissance et à la rentabilité. Donc pour le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 15,7, ça reste correct. En price earning, on a 33. Peut-être qu'il y a un problème sur la coût de conversion de l'EBITDA en bénéfice net, donc peut-être qu'il y a des lourdes dépenses, dépréciation et amortissement, à vérifier. Bon, si on se fie uniquement en multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA, ça reste moyen comme valorisation, c'est pas non plus donné. Le rendement des capitaux investis est plutôt correct, proche de 10%, et un peu de dette au bilan avec 1,4 fois la dette nette sur EBITDA. Un rendement du dividende qui a 1,85%, donc c'est pas très élevé.
surtout vu le profil de maturité de l'entreprise. Maintenant, on commence à être mature quand même sur Air Liquide. Il y a un peu de dilution, mais c'est les actions gratuites qui sont données aux détenteurs d'actions de long terme. Le payout ratio, il est à 52%, avec des free cash flow plus bas que les bénéfices nets, donc on est en réalité plus proche de 60%. Bon, ça reste soutenable, mais en fait, si les free cash flow n'augmentent pas beaucoup plus à l'avenir, on va avoir du mal à augmenter le dividende, hein, puisqu'on est déjà un peu limite sur le payout ratio. Conclusion de cette revue du top 10 français, du top 10 du CAC 40. Qu'est-ce qu'on garde dans cette sélection? On garde LVMH. Moi, je pense que c'est encore un cours d'opportunité à ce niveau. Donc, c'est pas une incitation à acheter. Faites vos propres recherches, hein, comme d'habitude. Quantitativement, ça me paraît intéressant. Ensuite, Total Energy. Mais alors ça, c'est vraiment pour notre profil, hein, si vous êtes plutôt en phase de rente ou en investisseur value pour jouer un redressement du multiple, qui pourrait venir peut-être avec la cotation aux États-Unis, hein, c'est pourquoi pas. En troisième, eh bien, je ne mettrai pas de troisième parce que tout me paraît un peu cher si vous êtes sur une détention qui est pas trop long terme. Si vous êtes sur du long terme, vous pouvez prendre du L'Oréal, bonne qualité. Vous pouvez prendre du Schneider Electric, bonne qualité également. Vous pouvez prendre peut-être du... Ouais, non, il n'y a pas de croissance sur Safran et Air Liquide. Donc, voilà. Si vous êtes croissance long terme, on prendrait du L'Oréal et du Schneider Electric. J'espère que cette revue du top 10 CAC 40 vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.